Bonjour à tous, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, la Calypso prête à reprendre la mer, la Cantoche qui ouvre ses portes à Brest, puis la redécouverte du Fort Saison à Labervrac, un dernier hommage au Père Jaouane et puis des nouvelles de Marc Pointu, isolé sur son phare au large de la Pointe du Raz depuis 2 semaines déjà. Et puis comme chaque lundi, nous faisons un point sur l'actualité sportive du week-end. Ce sera avec Anthony Berthaud. Bonjour Anthony. Bonjour Pauline. Actualité différente aujourd'hui. Oui, large page foot avec la Ligue 2 et la Gambardella. Et puis du baseball. Du baseball, c'est à ça que je faisais allusion. On vous retrouve tout à l'heure dans l'instant sport, Anthony. Et puis notre invité du jour est maire de Lopérec. Et comme ses confrères les maires ruraux du Finistère, il est très en colère. Bonjour Jean-Yves Crène. Bonjour. Vous nous expliquer dans un instant les raisons de cette colère qui vous a poussé à mettre en place une pétition. Mais tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce lundi 14 mars. La Calypso prête à reprendre la mer. Après 7 ans passés au chantier Piriou à Concarneau, la coque du célèbre navire du commandant Cousteau a été grutée à bord d'un cargo en direction de la Turquie. Camille Pochet a assisté aux opérations. La Calypso, le célèbre bateau du commandant Cousteau, va quitter le port de Concarneau. Le mythique bateau est déposé ce lundi à bord d'un cargo de plus de 100 mètres de long. Un spectacle qui a réuni plusieurs centaines de personnes au port de Concarneau. Parmi eux, des inconnus, mais aussi des anciens marins qui ont navigué à son bord. J'étais mécanicien sur la Calypso et j'ai commencé ma carrière en 1983 au cours de la mission sur l'Amazone et j'ai fini ma carrière en 2003 sur l'Alcyon. C'est sûr, c'est un bon moment et puis c'est beaucoup d'espoir de voir la Calypso qui va repartir, finir ses réparations en Méditerranée et puis en espérant qu'elle continue de naviguer et qu'elle continue à transmettre le message pour la défense de l'environnement et de la biodiversité. L'émotion était palpable ce lundi. La Calypso s'apprête à entamer une nouvelle vie. Le mythique bateau deviendra bientôt un musée. Mais avant, il faudra la rénover et cela va prendre 2 ans. Je crois qu'on va écrire une autre aventure qui va être la continuité de ce qu'a fait le commandant, bien sûr, mais aussi peut-être des expéditions nouvelles et différentes. Avec la jeunesse, avec tous ceux qui n'ont pas eu la chance de monter sur Calypso à l'époque du commandant et qui maintenant, du fait qu'elle va pouvoir renaviguer, pourront peut-être se retrouver à bord. Après 7 ans passés au chantier Piriou à Concarneau, la Calypso prendra la direction d'Istanbul et de la Turquie ce mardi. Et nous vous en parlions il y a quelques mois dans l'instant coup de pouce. La Cantoche a ouvert ce lundi ses portes à Brest. Le restaurant associatif propose des menus allant de 1 à 8 € selon les ressources des clients. Un lieu où rien n'est perdu et où les bénévoles accueillent parfois ceux qui ne mettent plus les pieds au resto, faute de moyens. Frédéric Lorenzon était là pour le premier coup de feu. Ouverture d'une nouvelle enseigne ce lundi à Brest, la Cantoche. Juste avant le service, dernière consigne à l'équipe. La blanquette, elle est servie avec du riz. Blanquette, c'est avec du riz, ouais. Voilà, donc du riz servi avec du riz. Si ces serveurs sont si appliqués, c'est qu'ils sont tous bénévoles. C'est un petit peu le stress pour tout le monde parce que c'est l'ouverture. Donc effectivement, nous avons 2 menus à proposer aux clients. Et puis je voulais effectivement les avoir un peu en mémoire avant que les premières personnes n'arrivent parce que j'ai jamais fait le service. Comme Anissette, la Cantoche s'appuie sur une 60aine de bénévoles, y compris en cuisine. Laurent est cuisinier professionnel, mais le lundi, il ne travaille pas. Il a donc décidé de s'engager dans la Cantoche. Alors, la cuisine à la Cantoche, c'est avec tous les invendus, tout ce qu'on reçoit par des dons. On prévoit des menus spécifiques avec les dons qu'on reçoit. Ce midi, on a reçu du veau, on a eu du veau. Alors, on a fait une blanquette de veau. On a reçu des croissants par un boulanger. On a fait des croissants au jambon. Les restes, c'est bon et il n'y a rien à jeter. Une maxime qui résume le fonctionnement de la Cantoche. Depuis plusieurs mois, c'est Thierry qui porte l'idée de ce restaurant associatif et social. Aujourd'hui, tout le monde ici ne paye pas le même tarif, c'est-à-dire qu'il y a des tarifs à 2, 4 et 8 €. C'est-à-dire que les gens payent en fonction de leurs revenus. Grâce au zéro gâchis et aux bénévoles, le resto n'est plus un luxe pour certains clients, comme Pierre. J'ai 800 € par mois pour vivre, quoi. Donc pas beaucoup pour manger finalement, quoi. Et puis d'autre part, bon, ça me permet de rencontrer du monde aussi, quoi. L'objectif de la Cantoche, c'est aussi la mixité sociale. Certains clients viennent pour soutenir la démarche, mais aussi pour lutter contre le gâchis alimentaire.
Et je pense que c'est bien de pouvoir que tout le monde puisse manger même pour 2 €, à 8 €, voilà, pour pas trop cher et qu'on arrête le gaspillage. Désormais, la cantoche espère faire le plein. Ce midi, tout était prêt pour 60 couverts. La semaine dernière, les hommages se sont enchaînés pour rendre hommage au père Jaouen. Jeudi dernier, tandis que les obsèques avaient lieu à Paris, d'anciens stagiaires étaient réunis à l'Abervrac pour une commémoration pas comme les autres. On regarde le reportage de Morgane Lincy. Ils tenaient absolument à lui rendre hommage à leur manière en faisant la fête. Ce jeudi, les stagiaires du père Jaouen ont navigué à bord des bateaux des Amis du Jeudi Dimanche, l'association créée par Michel Jaouen. Un hommage en mer qui reflète l'image de l'homme qu'ils connaissaient avant les hommages plus religieux de ce samedi. Les stagiaires ont voulu rendre hommage à Michel et faire un petit geste ici à l'Abervrac parce qu'on ne pouvait pas tous aller sur Paris et que c'était important pour nous de faire quelque chose ici parce qu'on est ici souvent avec tous les bateaux, donc on a sorti les bateaux, tiré des bords un peu. Les anciens stagiaires ont également installé des voiles sur le port afin que chacun puisse s'exprimer. Quelques mots, un poème, des dessins et un portrait. Celui du père Jaouen, dessiné à partir d'une photo prise par Asia, une ancienne stagiaire. Sur les chantiers du père Jaouen, elle a réalisé de nombreux clichés. J'ai rencontré Michel Jaouen au baraque, à la cantine, on mangeait. Et puis bon, c'est quelqu'un, même pour tout ce qu'il a fait pour les jeunes, son façon de voir la vie. Et puis quand on parle, il est toujours très proche de chacun. Et puis du coup, je photographie aussi, donc je fais un portrait qu'on peut voir ici sous le voile. Les photos d'Asia font l'objet d'une exposition installée pour un mois au centre UCPA au port de l'Abervrac. L'occasion de découvrir la vie sur les chantiers dans une exposition mise en place par ses héritiers, qui semble bien décidé à continuer l'œuvre du curé des mers. Ça va continuer à se faire, je pense naturellement, parce qu'il a laissé derrière lui énormément d'enfants qui cultivent ce qu'il nous a appris. La relève est assurée. L'association du père Jaouen semble avoir encore de beaux jours devant elle. Et on reste à l'Abervrac où le fort Saison fait peau neuve. Ce patrimoine historique laissé à l'abandon depuis plusieurs années et depuis 1 an entre les mains de l'association Saison. Après de nombreux travaux, il a été inauguré ce samedi. L'occasion de redécouvrir cette île avec Julie Sicot. Ce tas de déchets reflète assez mal la beauté et le mystère du lieu où il se trouve. En revanche, il montre bien le travail effectué par les bénévoles de l'association Saison depuis 1 an sur l'île. Il y a plusieurs mètres cubes de déchets qu'on a trouvés un peu dans tous les bâtiments. On est arrivé ici, c'était de la broussaille, on entrait à peine, donc il a fallu tout dégager. Et à force d'enlever, les vestiges historiques sont réapparus sur les 28 000 mètres carrés de l'île. Le fort Saison, au milieu de l'Abervrac, a vu nombre de guerres et de soldats. On a toutes les périodes de l'histoire. Ça va en fait de l'époque de Vauban, donc on est à la fin du XVIIe siècle, Louis XIV, le règne de Louis XIV, jusqu'au blocos du Meilleur de l'Atlantique. Et on a comme ça une superposition faite sur un site d'époques différentes. Ce samedi, c'est l'époque moderne qui a pris possession du lieu. L'île qui appartient à un propriétaire privé est gérée par l'association Saison. Plus question de bataille maintenant, mais un projet plus culturel où le public sera le nouveau soldat du fort. L'idée, c'est vraiment d'en faire un lieu de vie, donc un lieu de promenade, un lieu de rencontre, un lieu pour les artistes aussi. On va commencer par des visites guidées. Il y a quand même encore des endroits un petit peu dangereux. On ne peut pas avoir du public de manière totalement libre à l'heure actuelle, mais c'est vraiment l'objectif à moyen terme que les gens puissent venir se promener librement sur l'île. Avant cela, quelques travaux sont nécessaires. Des permis de construire seront posés d'ici fin mars et des financements privés doivent être trouvés pour compléter les subventions publiques. Le travail sur le fort Saison devrait avoir un impact économique sur l'Abervrac. Un salarié a même été embauché. Et je ne serai pas le premier, heureusement. Il y aura aussi des encadrants qui vont être embauchés pour cet été pour encadrer les chantiers bénévoles. Je suis le concierge. Un concierge qui a désormais entre les mains les clés d'un monument historique. La plaque a été posée ce samedi. Une nouvelle ère commence pour le fort Saison.
Ce week-end avait lieu à Morlaix la 3e édition d'Agri Days, un événement qui met à l'honneur l'agriculture en transformant le parc de Langolvas en ferme géante. Un moment convivial au milieu d'une crise agricole difficile. Et les visiteurs étaient au rendez-vous puisque pas moins de 18 000 personnes, toutes générations confondues, ont arpenté les allées durant 2 jours de festivités. Les organisateurs sont satisfaits. L'année prochaine, la 4e édition aura lieu à Quimper. Allez, on retrouve maintenant Marc Pointu qui vit seul depuis 2 semaines au large de la Pointe du Raz, dans le phare de Thévenec. Et ce week-end, il a profité des grands coefficients de marée pour s'aventurer près de la grotte sous-marine. C'est l'instant Thévenec. Aujourd'hui, je profite de la très grande marée basse, fort coefficient, pour vous présenter le chaos granitique du récif de Thévenec, que l'on ne voit pas toujours aussi bien. On va aller un petit peu plus loin. Voilà, alors les roches sont très glissantes, parce qu'évidemment, c'est la zone où la marée recouvre en permanence. Donc c'est très délicat au niveau de la progression. On va s'approcher doucement. Donc voilà l'entrée de la grotte, du tunnel, dans cette fente là entre 2 masses de rochers où s'engouffre la houle dans un grondement que l'on entend très bien du haut de Thévenec. Alors évidemment, ceci n'est praticable que par très très beau temps, comme c'est le cas aujourd'hui, on s'en doute. Bien écoutez, je vous dis à bientôt. Je ne veux pas rester davantage car déjà la renverse a eu lieu et à tout moment on est peut-être soumis à une plus forte vague, donc il faut se méfier. À bientôt. Et je vous rappelle que Marc Pointu restera sur son caillou jusqu'au 27 avril. Objectif, mettre un coup de projecteur sur le patrimoine des phares et balises. Et tout de suite, on fait le point sur l'actualité sportive dans le Finistère. Anthony, on démarre avec du football. Et la deuxième victoire, deuxième victoire de suite en Ligue 2 pour le Stade brestois. C'était vendredi à Valenciennes. Effectivement, c'est pas arrivé souvent cette saison, 2 victoires de suite pour les Brestois. Et bien là, c'est le cas, avec donc cette victoire 1-0 du côté de Valenciennes. On va découvrir les images de ce match pour les Brestois dans le stade du Hainaut, qui n'était pas très rempli. Ce stade qui peut faire jusqu'à 25 000 spectateurs. Et tout va se jouer en deuxième mi-temps, avec cette exclusion pour le Valenciennois Fulgini. Ça va être le tournant du match. On voit ici ce deuxième carton jaune récolté par le joueur valenciennois. Et derrière, les Brestois qui seront plus à l'aise pour déployer leur jeu et ils vont réussir à marquer un petit but qui va faire toute la différence. Signé Steven Joseph Moreau, son 3e but cette saison qui donne une précieuse victoire au Stade brestois qui grappille ainsi quelques points supplémentaires et qui se retrouve désormais à la 8e place du classement. Voilà, c'est une belle opération réussie pour les Brestois. Il a quand même fallu tenir ce score en fin de match avec notamment ce super barré du gardien Johan Hartog qui a préservé le score pour ses couleurs. On va écouter la réaction du coach brestois Alex Dupont, forcément satisfait. On était heureux d'arriver à 0-0 à la mi-temps. Je pense que c'était bien payé pour nous. On n'avait pas montré une grande chose, en particulier dans la tenue du ballon. Et s'il y a un domaine dans lequel on était bon en deuxième, c'est justement dans la tenue du ballon, dans la possession. Il y a eu un jeu collectif intéressant qui a fait que on s'est créé 2-3 occasions. Mais c'est vrai que pour le coup, on a été quand même efficace, quoi. On n'a pas eu 50 occasions. Mais voilà, c'est aussi savoir marquer au bon moment, savoir profiter des quelques occasions de but qu'on a. Et on reste dans le foot, Anthony, mais cette fois avec la Gambardella, chez les jeunes, avec la qualification des Brestois. Oui, la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France pour les jeunes, les U19 plus précisément. Et les Brestois ont brillamment assuré leur qualification. C'était sur le terrain de Francis Leblé, samedi après-midi contre Lille. Et on va le voir, ça s'est très bien passé pour eux, avec l'ouverture du score juste après la mi-temps, à la 58e minute de jeu. Ce débordement de Mathis Jourdan. Et au deuxième poteau, c'est le jeune Titouan Lemenec qui va ouvrir le score pour les Brestois et ainsi les mettre sur la bonne voie pour aller chercher cette qualification. On voit ici le deuxième but
marqué contre son camp par un défenseur lillois. Voilà, ça donne un peu plus d'assurance aux Brestois dans ce match. Et ensuite, il va falloir tenir jusqu'au bout. Mais là aussi, les Brestois vont faire comme leurs aînés à Valenciennes la veille et donc assurer cette qualification en quart de finale de la Coupe Gambardella. On va écouter un coach heureux, c'est le responsable de la formation brestoise, Eric Assadourian. Ce match, ils vont le garder pendant longtemps dans leur tête. Ça va être un bon moment. Ça a été une grosse fête, même si tout n'a pas été parfait, même s'ils ont eu 30 minutes difficiles en début de match parce que un peu d'appréhension, un peu de beaucoup de choses. Et puis à partir du moment où la machine s'est mise en route, on a été beaucoup plus fort dans l'impact, dans la récupération, dans la percussion, déterminant dans les zones de vérité. Je crois que c'était le plus important ce soir. Et tout leur mérite en revient. Et voilà, c'était vivre des rêves de gosse. Et c'est ça. Et on termine avec du baseball. Anthony, c'est un sport assez méconnu en France encore, mais qui voudrait bien s'installer dans le Finistère. Effectivement, on sait qu'aux États-Unis, c'est presque une religion, le baseball. En France, c'est un peu plus confidentiel pour l'instant, mais dans le Finistère, il y a des clubs qui se bougent pour faire changer les choses. On va voir ici, justement, une rencontre amicale qui avait lieu le week-end passé entre les Dubliners de Brest et les Sharks de Quimper, avec en troisième invité le voisin morbihanais de Grandchamp, qui participait à ce tournoi amical. Ça se passait au stade de Pennevillers, bien connu par les footballeurs. Alors l'idée était vraiment de se faire plaisir, de faire découvrir cette discipline dans une ambiance décontractée et en plus sous le soleil, ça ne gâche rien. Mais dès la saison prochaine, on pourrait voir les deux clubs brestois et quimpérois essayer de s'inscrire en compétition pour le championnat régional, sachant qu'aujourd'hui, la plupart des clubs bretons sont basés en Ille-et-Vilaine. Donc pourquoi pas les Finistériens l'année prochaine. Et on va d'ailleurs écouter l'avis d'Emmanuel Gamaleri, le président du club quimpérois. C'est un sport qui n'est pas forcément super médiatisé. On a un petit peu de mal à se faire une place au milieu du football, du basket, etc. Enfin, surtout à Quimper. Mais on est quand même aidé par la municipalité qui répond pas mal à nos sollicitations. Ça va dans le bon sens, c'est bien. Alors, on n'est pas là depuis longtemps. On est là depuis septembre. Donc voilà, il faut qu'on prenne le temps de faire les choses les unes après les autres pour arriver à avoir un terrain, des équipes compétitives, plus d'effectifs. Mais c'est déjà pas mal. C'est un bon début pour une équipe qui a quelques mois. C'est pas mal. Voilà des images signées Julie Sicot. Merci beaucoup Anthony pour ces informations sportives. Et les maires ruraux du Finistère sont en colère. Pourquoi ? On vous explique tout maintenant avec notre invité. Jean-Yves Crène, vous êtes maire de Lopérec et membre du bureau de l'association des maires ruraux du Finistère. Alors jusqu'ici, les communes rurales recevaient en moyenne 7 000 € par an de la part du conseil départemental pour entretenir les routes communales. Mais fin janvier, le département a décidé de supprimer totalement cette subvention. À Lopérec, votre commune, vous receviez chaque année 9 000 € pour entretenir les 65 km de routes municipales, ce qui représente à peu près 10% du budget voirie annuel pour Lopérec qui s'élève à 100 000 € en tout. Seulement 10%, on a envie de dire, Jean-Yves Crène. Pourquoi cela vous met tellement en colère que ces 10% soient supprimés ? Alors, pour deux raisons. D'abord, les 10%, c'est vrai que ça peut paraître petit par rapport aux 100 000 € d'investissement. Quand je parle de 100 000 €, c'est uniquement l'investissement pour le revêtement routier. Il faut rajouter à tout ça tout ce qui est lagage, entretien courant, bref, temps de travail du personnel communal qui passe énormément de temps dans les communes rurales. Mais ces 9 000 € s'ajoutent à quand même des baisses de dotation régulières depuis quelques années, ce qui fait que nos budgets communaux sont très compressés par les temps qui courent. Et que si l'on veut faire autre chose que de la voirie, il nous reste de moins en moins d'argent pour le faire. Vous parlez de baisse de dotation depuis quelques années, c'est un peu ces 9 000 € en moins, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, parce que là vous allez perdre 12 000 € déjà de dotation de l'État, oui, c'est 12 ça 000 € cette année. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, des frais nouveaux comme les temps d'activité périscolaire? Voilà, les temps d'activité périscolaire qui sont quand même de l'ordre de 3 000 €. Et puis, l'année précédente, c'était encore autre chose, c'était encore une baisse des dotations, donc c'est régulier. Depuis quelques années, c'est régulier, ce qui fait que ça fait peur. Mais au niveau de la voirie, ce que l'on a du mal à accepter, c'est que la voirie a toujours été soutenue par les pouvoirs publics, par l'État d'abord, et puis quand il y a eu les lois de décentralisation, l'État a passé le relais au département.
Donc les départements ont aidé les communes rurales. Et puis, il faut savoir que la voirie, c'est quand même un support, le support de l'économie du pays. Un pays qui a une voirie dégradée, c'est un pays où l'économie ne marche pas bien. Donc on doit éviter justement cette dégradation, parce que si on laisse la voirie se dégrader pendant 1 an ou 2, c'est catastrophique. Ça coûte beaucoup plus cher de refaire une route, de refaire une structure routière. Ça coûte très cher. Vous parlez de l'aspect économique des routes, évidemment, on le comprend, dans cette région agroalimentaire qu'est la Bretagne. Mais il y a un aspect symbolique aussi. Vous évoquez que les routes sont essentielles pour le lien social entre les habitants en campagne. Expliquez-nous, par exemple, à l'Opérec, l'importance des voiries. Oui, parce que autant pendant 1500 ans, peut-être, une commune de l'Opérec, qui est une commune de 4000 hectares, a eu tous ces villages en campagne étaient des fermes autrefois. Aujourd'hui, ça devient beaucoup de la résidence. Il faut de la circulation pour venir résider en campagne. Il faut que les routes soient correctes, il faut qu'elles soient en état. Il faut que l'on puisse croiser voitures, tracteurs. Voilà, donc la route, c'est quelque chose de très symbolique. C'est le maillage d'un territoire, le maillage économique, le maillage social. Et il faut faire très attention à l'entretien des routes, c'est très important. Alors, pour le conseil départemental, c'était 2 millions d'euros qui étaient jusqu'ici accordés à 265 communes rurales dans le département. Comment le conseil départemental justifie cet arrêt des subventions? Julie Sicot est allée poser la question à Didier Legac, il est en charge des transports au département. Nous avions un programme d'aide à la voirie communale, nous le supprimons. Peu de départements l'avaient, beaucoup de départements l'ont supprimé déjà il y a quelques temps. Et nous, à notre tour, nous sommes contraints de le supprimer, tout simplement, puisque, comme leur nom l'indique, la voirie communale, ça dépend des communes. On a d'autres programmes qu'on continue à développer. Notamment le programme cadre de vie où on aménage les bourgs, on accorde des subventions aux communes, mais plutôt sur des projets que sur du guichet comme on faisait là, qui n'avait pas beaucoup de sens. C'était temps divisé par 265 communes, certaines avaient 2000, d'autres 3000, d'autres 4000, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour nous. Agir sur des projets au cas par cas plutôt que sur une subvention annuelle systématique, c'est ce que propose le conseil départemental. Ça vous paraît incohérent? Les projets qui sont soutenus par le conseil départemental ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité sur le terrain. Il y a des projets qui ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. Les communes peuvent avoir des projets, mais la subvention départementale, c'était aussi un esprit de justice envers les communes, parce que toutes les communes n'ont pas les moyens de développer des projets. Le conseil départemental finance des projets souvent très onéreux, et la part communale qui est à mettre pour financer ce projet, les communes ne peuvent pas la mettre. Donc, en subventionnant la voirie rurale comme ils l'ont fait jusqu'à ce jour, je trouve que c'était un esprit de justice envers les communes du territoire. De plus, l'agroalimentaire, on parle de l'agroalimentaire, mais l'agroalimentaire dans le territoire finistérien fait fonctionner des industries, crée de l'emploi, et ces industries sont souvent à la périphérie des villes qui en profitent, comme le département profite justement des retombées économiques, des taxes, l'ancienne taxe professionnelle pour parler, pour que tout le monde puisse comprendre. Et cette taxe professionnelle rapporte quand même beaucoup d'argent au département, donc on aimerait bien nous en voir un peu les retombées. Quoi, hein. Pour éviter de voir augmenter les impôts locaux dans les communes rurales, ce qui risque d'arriver, rapidement, Jean-Yves, quelle solution propose l'Association des maires du Finistère dans sa pétition? On propose que peut-être que si le conseil départemental a des difficultés de finances, peut-être qu'il y ait des ponctions un peu partout sur tous les programmes auxquels on pourrait, nous, être associés, discuter avec le département, qu'il y ait une participation un petit peu, que chacun voit ce qu'il en est. Parce que le département du Finistère, c'est quand même un département assez urbain, avec des villes sur le littoral, et les communes rurales ne sont pas les communes de l'intérieur, vous avez l'impression qu'elles sont un peu oubliées. Ouais. Je regarde une commune, je connais, il fait partie du bureau, le maire de Scrignac, par exemple. Il a une commune avec 100 km de voirie. Il a besoin dans sa commune, s'il veut avoir une population dans une commune de 7000 hectares, s'il veut que sa commune soit attractive, il ne faut pas qu'il mette tout son budget dans la voirie. Il faut que les gens qui vivent à Scrignac aient aussi un
un certain confort de vie comme ailleurs. Hein. Il faut une équité, c'est une équité républicaine partout, aussi bien dans le rural que dans l'urbain. Voilà. Pour terminer, une dernière question. On a l'impression que les choses sont jouées du côté du conseil départemental. Quel levier d'action vous pouvez encore avoir? Quelles actions vous voulez mettre en place pour vous faire entendre? Ah bien, on va sûrement se réunir, discuter et puis rencontrer le conseil départemental et puis expliquer les choses. Ouais. Et puis la population est derrière nous quand même dans nos communes. On représente quand même un effectif important dans ce département. Tout est encore possible. On suivra ça de près, en tous les cas, Jean-Yves Cred. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'Instant T. Merci beaucoup, Anthony, pour les infos sportives. On vous retrouve une prochaine fois. Nous, c'est terminé pour aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une belle soirée sur TBO. Ciao.